Donc, au sein de la société de l'écran, pour reprendre l'expression de Divina Frau-Meggs, télévision, montres connectées, téléphones portables et tablettes sont autant d'interfaces qui nous permettent de rester connectés au quotidien. Et donc ces écrans modifient fondamentalement notre rapport à l'espace et au temps, font évoluer nos pratiques cognitives et culturelles et par conséquent nos modes de pensée et d'agir. Et donc si pour David Shields, dans Reality Hunger, la littérature est affamée de réalité, il en est résolument de même pour le cinéma, qui ne peut manquer de représenter lui aussi l'individu en proie à cette hypermodernité. Donc, depuis You've Got Mail à The Circle, en passant par Existence, Shame, Men, Women and Children, Internet et ses écrans ne forgent pas seulement un univers référentiel pour le cinéma, mais le cœur même de certains récits. Et ce, afin d'engager une réflexion approfondie sur les conséquences de cette hypermodernité, sur l'individu contemporain, sur son être au monde, sa relation à autrui. Parmi les représentants cinématographiques de cet individu hypermoderne, nous pouvons compter Maureen, l'héroïne de Personal Shopper d'Olivier Assayas. Personal Shopper est ce que nous appellerions un thriller écranique. Alors non pas parce qu'il s'agit d'un film, mais parce qu'il s'agit d'un film sur les écrans reliés. Alors je vais utiliser à la suite de Bertrand Gervais et de Samuel Archibald le terme d'écran relié pour désigner l'écran d'ordinateur ou de téléphone portable, et je le distingue ainsi de l'écran de cinéma qui est, pour reprendre le vocabulaire de Grégory Chatonsky, un écran de projection. Donc, toute l'intrigue du film d'Assayas repose sur des écrans, sur des conversations par écran relié interposés. Alors, depuis les étranges messages textes d'un inconnu reçus sur le téléphone portable de Maureen, jusqu'aux conversations Skype qu'elle entretient avec son petit ami. Maureen est médium et elle attend donc, comme je vous le disais il y a 2 jours, que son frère jumeau décédé entre une dernière fois en communication avec elle depuis l'au-delà. Et si quelques événements surnaturels interviennent dans le film, l'enjeu communicationnel au cœur du film est moins fantastique que technologique. Le tour de force d'Assayas est de filmer une Maureen le plus souvent seule et dont une grande partie des communications avec autrui sont interfacées par le téléphone portable, par l'ordinateur. Et donc, par conséquent, à ce titre, qu'à l'autre bout du réseau soit un interlocuteur de chair fictionnel ou un esprit vengeur n'a que peu d'importance. Le corps, et peut-être le cœur aussi parfois, s'y voit toujours absenté. Donc mon hypothèse de départ, reprenant et paraphrasant une proposition de James Carey, est que le cinéma, quand il met en scène les écrans reliés et plus précisément ici Personal Shopper, offre une opportunité de lire cette culture de l'écran et à partir de ce média, de voir ce qui derrière fait ressurgir l'architecture de la société tout entière. Donc, face à la caméra d'Assayas et au sein du minimalisme de sa mise en scène, les bips du téléphone portable de Maureen deviennent la véritable source de tension du thriller. La banalité de l'objet et la familiarité de son interface et de ses sons permettent une certaine forme d'identification avec le personnage, en même temps que naît ce sentiment d'inquiétante étrangeté, cette unheimlich si chère au fantastique. Le téléphone portable de Maureen nous est à la fois très coutumier, hein, on reconnaît très vite l'interface de l'iPhone, les phylactères bleus, etc. Et en même temps tout à fait étranger, dans l'angoisse qu'il suscite soudainement. Dans le thriller, la tension est toujours première et celle-ci se fonde dans Personal Shopper avant tout sur la défamiliarisation construite par le cinéma d'Assayas de cet objet ordinaire qu'est le téléphone portable. Alors, deux éléments principaux produisent cet effet qui engage, selon moi, les processus de communication dans leur rapport au corps, c'est l'inconnu et la présence. Donc 8h30, Maureen part prendre l'Eurostar pour Londres et reçoit donc un premier message texte sur son téléphone, « I know you ». L'interface est ainsi faite que le message est désigné comme provenant d'un individu désigné par le terme « unknown », inconnu, chose dont on ignore l'existence, la nature, ou personne dont on ignore l'identité. La polysémie du terme permet à Assayas de faire planer l'ambiguïté sur ce que désigne cette unknown, personne ou chose, mais surtout de jouer du vocabulaire de nos interfaces en pointant leur capacité d'évocation au-delà de leur usage pratique ordinaire. Le réalisateur crée dès lors un climat de doute qui enclenche la paranoïa de Maureen en même temps que celle du spectateur.
Donc dans le train, vous l'avez entendu, le bruit des notifications se poursuit, s'intensifie, et donc avec elle, la tension va crescendo. Maureen entre alors dans un dialogue par message interposé. La caméra filme en gros plan l'écran du téléphone, son clavier tactile, où on peut apercevoir les doigts nerveux de Maureen accumulant les questions. Who is this? Are you a man or a woman? Are you real? Are you alive or dead? La précipitation commande à une écriture rapide et le langage abrégé et phonétique des messages textes. Elle halète, ses doigts tremblent, toujours plus, le rythme des cliquetis du clavier se font fébriles, elle demande « Lewis ». La dimension émotive finalement de son usage des écrans se fait ici jour. Maureen haletante, sanglotant, met son téléphone en mode avion, la communication est rompue, elle peut enfin reprendre ses esprits. Donc, comme le remarque le chercheur Jacques Ibanez Bueno, l'acte communicationnel sur les réseaux entraîne des affects et des facultés sensorimotrices. Il existe une mobilisation du corps de l'internaute dans tout acte de communication électronique. Et cette scène explore ainsi tout à la fois la dimension haptique des écrans reliés et leur capacité à susciter des émotions, pour le personnage comme pour le spectateur d'ailleurs. Donc le corps de Maureen est ici mis à l'épreuve face à l'écran. Ses larmes, son souffle révèlent à quel point cette relation est incarnée. Ainsi que l'analyse Jean-Louis Weisberg, l'internaute n'est pas hors de son corps face aux écrans, bien au contraire, son coefficient corporel y est augmenté. Et si le corps de Maureen se voit ici largement éprouvé, il s'agit en creux d'interroger les modalités d'incarnation du destinataire de cette communication. Ce qui nous conduit au deuxième effet sur lequel repose le thriller d'Assayas, la présence. Donc après quelques minutes, Maureen se reconnecte. L'inconnu visiblement joue avec ses nerfs en lui déclarant qu'il pourrait lui aussi se trouver à Londres, à le bout de l'Eurostar. Donc Maureen lui répond « Where ?» Et donc le gros plan sur l'écran de téléphone nous permet de voir Maureen taper la question, puis le statut du message, passé de delivered à read. Apparaît alors un phylactère avec ses points de suspension clignotants qui signalent que le destinataire est en train de taper sa réponse. Ces signes ont trait à la fonction fatigue du langage identifié par Jacobson. Il possède en cela résolument une valeur présentielle, quelqu'un ou quelque chose, et à l'être au bout de la communication qui interagit quelque part, dans le temps présent, face à un écran relié. Il permet donc de réincarner le destinataire. Comme le note Julien Rowe, les points de suspension inscrivent la présence d'une absence. Je le cite, « Une valeur fondée sur l'idée que les 3 points laissent entendre que quelque chose pourrait être là, propose un énoncé en pointillé, en filigrane. Cette valeur, c'est celle de la latence. Le signe fait apparaître que quelque chose est susceptible d'apparaître. La latence invite à se confronter au non-dit, à l'indicible, à la labilité, à l'excès. Elle engage un déchiffrement. Donc quelque chose est susceptible d'apparaître, une réponse par message texte ou quelqu'un, peut-être, comme le saisit pleinement Maureen, qui se retourne en permanence dans le train et cherche du regard autour d'elle. Julien Rowe le note dans son essai, « Chez les romantiques et les symbolistes, les points de suspension sont le signe de l'ailleurs, de l'ineffable. Ils engagent dès lors aussi le dérobé du langage, ce que l'on ne peut pas désigner ou dont on ne peut pas faire l'expérience, un au-delà, l'inconnu, unknown. Les points de suspension en tant que tels impliquent un processus herméneutique qui se fait ici au sein du thriller paranoïaque, et donc la paranoïa étant la maladie de l'insurinterprétation permanente. Et donc, à la fin de la scène, Maureen finalement reçoit un appel vocal de unknown, fébrile, elle décroche, mais en fait c'est que Kira, son employeuse. Parfois on connaît l'inconnu et les signes sont trompeurs. Maureen appartient au règne de l'homo communicans selon Norbert Wiener ou encore de l'homo ecranis de Gilles Lipovetsky et Jean Serrois. Le film dépeint une jeune femme qui vit tour à tour dans la ville et dans les écrans, du moins si l'on considère, à l'instar d'Anne Coquelin, que le lieu est, je la cite, « celui où je vis ». Mon lieu, c'est mon corps, cette enveloppe que je trimballe avec moi tout le long du temps que j'ai à vivre. Et donc, comme le remarque Ghislaine Chabert, cette définition de l'espace permet de replacer la perception corporelle et émotionnelle au centre du vécu, in situ, et ainsi de faire émerger les écrans comme lieu de l'expérience humaine, au même titre que bien d'autres espaces. Ce qu'illustre Assayas par l'omniprésence des écrans reliés tels qu'ils sont mis systématiquement en contexte, ce sont alors ces espaces emboîtés chers à Coquelin. Maureen est dans les écrans, sur YouTube ou Skype, dans le métro ou dans un café, dans la ville de Paris, en France, etc.
L'écran est bel et bien, comme l'expriment Carey Jewett et Till Triggs, un lieu qui fait lien, un lien qui fait lieu. Maureen, omniprésente dans l'écran de cinéma, perçoit ce qui l'entoure aussi grâce aux images d'écran. L'écran pris comme image s'incorpore et incorpore de plus en plus l'individu. Il est producteur d'affects et d'émotions, selon les travaux de Fabienne Martin-Juchat ou de Serge Tisseron, qui permettent de redonner une place au corps dans les communications médiatisées. L'emploi de Maureen consiste à aller faire du shopping pour Kira, dont on ne sait pas vraiment sur quoi repose la célébrité, mais elle est célèbre, et qui enchaîne voyage à l'étranger et shooting photo. Son travail s'organise exclusivement par des petits mots qui sont laissés par Kira dans son appartement, mais surtout par des coups de téléphone et des échanges de messages textes. Donc c'est bien simple, comme le dit explicitement Maureen à son petit ami, I never see her, we leave each other messages. Le fait est que le spectateur non plus ne verra quasiment jamais Kira, sinon quelques secondes dans cette scène, alors qu'elle est elle-même en pleine conférence téléphonique et seulement le temps de la voir décliner d'un geste, comme ça, toute communication verbale directe avec Maureen qui est pourtant à 1 mètre d'elle. La seconde fois que Kira apparaîtra dans l'écran de cinéma, ce sera nue, baignant dans son sang, morte sur le sol de la salle de bain. Jamais aucun échange verbal direct ne sera filmé entre Maureen et son employeuse. De la même manière, Gary et Maureen, donc Gary le petit ami de Maureen, tout au long du film n'échangeront jamais en face à face. Ce dernier, ingénieur informatique, travaille à Muscat, capitale du sultanat d'Oman, et donc leur relation consiste en quelques échanges par Skype. Alors la communication est le plus souvent laborieuse et consiste en des reproches au sujet de leur difficulté à se connecter en synchronie, en images pixelisées et en conversations avortées du fait de la connexion, ou alors en conversation qui s'arrête par un ordinateur brusquement clos, ordinateur clos, dialogue clos. Donc si à la fin du film, Maureen part à Muscat finalement rejoindre Gary, celui-ci l'accueille chez lui par une lettre qui est lue en voix off, il est en déplacement. Il n'apparaîtra jamais dans l'écran de cinéma, autrement que via l'écran relié. Il restera au sein de la diégèse une pure présence interfacée. Donc pour Stéphane Vial, dans L'être et l'écran, comment le numérique change la perception, les interfaces en réseau du cinéma du système technique numérique, celle de nos ordinateurs, de nos consoles, de nos smartphones, de nos tablettes et plus généralement de tous nos objets connectés, sont les nouveaux appareils ontophoniques de notre époque, c'est-à-dire les nouveaux dispositifs phénoménotechniques à partir desquels le monde d'aujourd'hui nous apparaît. Donc il s'agit, comme je vous le disais l'autre jour, pour Assayas de prendre cette idée d'apparition phénoménologique au pied de la lettre et de démontrer par extrapolation à quel point les écrans sont aujourd'hui l'interface privilégiée de bon nombre de nos échanges avec autrui, intimes comme professionnels. Et donc dans ce processus de désincarnation, que le destinataire de ces échanges soit de chair et d'os ou un fantôme, ne change au final pas grand-chose. C'est toujours un récepteur désincarné que nous avons à faire. Donc, l'écran est ce lieu, explique Stéphanie Casse, qui articule ensemble l'espace du visible et celui qui lui échappe. L'invisible, le hors-cadre. Un hors-cadre qui, d'autant plus magnifié par Assayas que celui de l'écran relié, est doublé du hors-cadre de l'écran de cinéma. Ainsi, il n'y a qu'un petit pas à effectuer pour dire qu'un monde perçu au-delà de l'écran peut aussi bien engager un au-delà plus spirituel. Et c'est exactement là une des leçons qu'on pourrait retirer de la phénoménotechnique prônée par Vial. Au-delà de l'interface écranique, tout pourrait procéder d'un même mode d'existence ontophonique. Cette leçon, c'est aussi celle que propose la référence très explicite du film au travail de l'artiste hollandaise Hilma af Klint. Maureen apprend l'existence de cette peintre alors qu'elle revient juste de la maison de son frère où elle a passé la nuit à essayer de rentrer en contact avec son esprit. Donc là, elle rentre de chez son frère. La vidéo nous apprend que Af Klint est actuellement considérée comme une des précurseurs de l'art abstrait. Ses œuvres avant-gardistes témoignent de sa fascination pour le spiritisme, les sciences naturelles et les mathématiques. Donc, prolifique, Af Klint, elle est aussi optimiste. Son œuvre est pleine de couleurs, de lumière et d'espoir. Elle est résolument empreinte de spiritualité.
Donc, Art Klint les a produites au sein d'un cercle de femmes artistes pratiquant la peinture automatique et le spiritisme, dont l'objectif était de parvenir à atteindre un nouveau niveau de conscience. Il faut alors rappeler qu'à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle, le spiritisme, à la fois phénomène religieux et de salon, venu des États-Unis, était vraiment en vogue. Le travail d'Irma Art Klint forme un réseau de tableaux qui s'attache à démontrer comment tout dans l'univers est interconnecté au-delà des polarisations apparentes. Art Klint ne pratique pas le spiritisme de manière naïve, il s'agit en fait pour elle d'interroger la perception que chacun peut avoir du monde. Il faut alors remettre en contexte scientifique sa pratique. Art Klint est née en 1862, elle est contemporaine de découvertes scientifiques aussi majeures que les rayons X par Wilhelm Röntgen en 1896, qui permettent de voir ce qui se trouve en dessous de la surface visible de la peau. C'est donc pas un hasard si le film d'Assayas propose également une scène de séance photo où Maureen sert de modèle, en attendant Kira, dont les images figurées rapidement en noir et blanc sont directement enchaînées par un écran d'échographie du cœur de Maureen. Donc, image du corps de Maureen photographiée et son au-delà rendu visible par les rayons X. L'image n'est qu'une surface qui en cache une autre. Art Klint est également, il faut le dire, contemporaine de la découverte des ondes électromagnétiques par Hertz, lesquelles permettront à la téléphonie et à la télégraphie de se développer. L'information peut être à son tour transmise de manière invisible pour nous. Le monde est toujours plus que ce que nous pouvons voir à l'œil nu. La technique, et avec lui l'art, nous permettent de voir cela, de voir cet au-delà. Donc ces réalités dont l'existence visible est conditionnée par la médiation technique ou artistique sont le champ privilégié d'exploration de Klint, à l'instar des peintres abstraits que sont Malevich, Mondrian ou Kandinsky, mais aussi celui des spiritistes, et en fin de compte d'Assayas. Embrasser le réel dans sa totalité, rendre visible l'invisible, tels sont les enjeux de leur pratique artistique ou spiritiste, et chacun opère cette mise en visibilité avec les moyens techniques qui lui sont propres, donc peinture, médium, table tournante, images filmiques et montage. Ces dispositifs techniques sont des machines philosophiques, des matrices ontophaniques, comme le sont les écrans, pour reprendre les termes de Vial. C'est-à-dire des conditions de possibilité du réel, ou mieux, des générateurs de réalité. C'est ce que nous appelons des matrices ontophaniques, c'est-à-dire des structures a priori de la perception, historiquement datées et culturellement variables. En effet, les techniques ont toujours conditionné notre rapport phénoménologique au monde, comme l'a très justement analysé Peter Sloterdijk dans la lignée philosophique duquel se place Vial. L'être est une poiesis, exister est le résultat d'une fabrication. Les corps interfacés avec lesquels nous communiquons au quotidien à travers l'écran existent parce que la médiation nous permet de les construire, de les percevoir au monde. Et c'est à cette ontophanie que se confronte selon nous Maureen, dont dans les ultimes secondes du film. Dans une chambre aussi spartiate que pittoresque au fin fond de l'Empire ottoman, Maureen aperçoit un verre flotter dans les airs qui se brise dans un sursaut. Elle interroge Lewis. Silence. Are you here? You have been waiting for me? En larmes, seule au milieu de l'écran de cinéma, elle ajoute Are you in peace? Thank you. Après un long silence, elle se ravise en entendant un petit bruit. Elle interroge Are you in peace? You are playing with me. Do you mean harm? Or is it just me? Un coup. Maureen fait un regard caméra, respire profondément, fondu au blanc. Est-ce seulement moi? Maureen, qui, par ses perceptions, a construit la réalité de cette communication avec l'invisible, comme se sont construites tant de ses communications quotidiennes avec les individus qui l'entourent. La réalité de Kira ou de Gary n'est pas plus tangible, pas moins médiatisée que celle de ce spectre. Seule leur perception par le sujet, le corps phénoménologique de Maureen, construit leur existence. C'est en tout cas cette ontophanie que travaille Vial et semble proposer le film d'Assayas en jouant du parallèle entre conversation interfacée par les écrans et conversation avec l'au-delà. Toutes deux ne sont permises que par l'entremise d'un médium, d'un média.
Donc, personnel shopper, entre fiction phénoménologique et thriller des écrans ordinaires, nous aura donc permis d'explorer comment le cinéma peut témoigner de cet état social de nos usages et relations aux écrans. Il pose alors, par l'omniprésence des communications technologiques et la thématisation du fantôme, avant tout une question ontologique. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, construit nos existences, notre rapport à autrui quand les corps sont absentés ou, comme dans le cas de Maureen, toujours reliés, protégés par les écrans. Maureen apparaît comme l'archétype de la femme hypermoderne, toujours connectée, elle est éperdument en quête de signes, de communication. Ces autres sont toujours spectres, images interfacées par les écrans. Comme le synthétise efficacement Pierre Dahlin en partant de Derrida, jamais les choses n'ont été aussi exhibées dans l'espace mondial. Les médias ont transformé le champ du visible, nous incorporons les images, nous les narcissisons, et avec elles, la technique elle-même, la machine, qui nous décentre plus encore peut-être que la révolution copernicienne de Freud. Et lorsque nous introjectons ces images, nous nous y identifions par un travail analogue à celui du deuil. Nous les intégrons dans un savoir, nous les ontologisons. Pour Derrida, quand le deuil est réussi, le disparu est incorporé, assimilé, déniant ainsi son altérité. Pour Maureen, dont le deuil touche à sa fin, le spectre, jusque-là symbolisant l'autre, n'est plus Lewis, mais elle-même. Is it me? Toute l'intrigue du film repose sur le désir de Maureen de dire au revoir à son frère jumeau et la révélation de l'identité de l'étranger qui émet ces fameux messages textes. Ce n'étaient pas des messages d'un fantôme. Il s'agit, on l'a vu, d'une quête de savoir contre l'inconnu, unknown. La connaissance étant pour Derrida une manière de chasser les spectres. Je le cite, « D'abord le deuil, nous ne parlerons que de lui. Il consiste toujours à tenter d'ontologiser des restes, à les rendre présents, en premier lieu à identifier les dépouilles et à localiser les morts. Il faut savoir, il faut le savoir. Or savoir, c'est savoir qui et où. Savoir de qui c'est proprement le corps et où il tient en place, car il doit rester à sa place. Une fois le meurtrier de Kira et l'harceleur identifiés, une fois la communication engagée avec l'esprit de Lewis, les spectres peuvent être enfin congédiés. Ne reste alors que Maureen, seule, à l'écran. Nous plongeons dans ses yeux qui nous regardent en retour, puis elle disparaît dans un fondu au blanc. C'est désormais au spectateur de faire son deuil, le deuil de la présence de Maureen, le deuil du film et celui du cinéma.